Il y a des joueurs qu'on oublie et d'autres qu'on n'oublie jamais. Des joueurs qui laissent une trace dans les statistiques et d'autres qui laissent une cicatrice dans les mémoires du football. El Hadji Diouf, lui, appartient à la seconde catégorie. Avec son crâne rasé, ses cheveux teints, ses gestes fous, sa langue bien pendue et son jeu imprévisible, il était une énigme permanente. Sur le terrain, il pouvait faire basculer un match en une accélération. En dehors, il pouvait faire basculer une carrière en une déclaration. Lorsqu'il débarque en Europe, il n'est qu'un jeune garçon sénégalais avec un ballon collé au pied et une confiance en lui qui frôle l'arrogance. Mais derrière l'insolence se cache un joueur génial, un leader de vestiaire, un enfant du peuple devenu porte-drapeau d'une nation. En 2002, le monde découvre le Sénégal et avec lui ce jeune attaquant virevoltant qui fait trembler la France, champion du monde, dès le match d'ouverture. Ce jour-là, le monde découvre Diouf, le phénomène, mais aussi le personnage. Mais sa trajectoire ne sera jamais linéaire. Elle sera faite de contrastes, de sommets et d'abîmes, d'applaudissements et de sifflets. Parce que Diouf, c'est plus qu'un joueur, c'est un symbole. Un miroir des espoirs, des frustrations et des réalités du football africain des années 2000. Aujourd'hui, retour sur le destin tumultueux d'un homme que l'Afrique a aimé, critiqué, mais jamais ignoré. Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais vous dire merci. Merci pour vos vues, vos likes, vos commentaires. Cela favorise grandement la visibilité de cette chaîne YouTube. Et cela, je vous le dis, encore une fois, merci. Mais malheureusement, vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos sans être abonnés. Et humblement, je vous demande de le faire et d'activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à la mise en ligne de nouvelles vidéos. Sur ce, les amis, je vous dis bonne écoute. El Hadji Ousseynou Diouf, né le 15 janvier 1981 à Dakar, la capitale du Sénégal. Mais c'est à Saint-Louis, ancienne ville coloniale au nord du pays, qu'il grandit. Il découvre le football dans les rues, pieds nus, sur des terrains en sable battu, avec un ballon fait de chiffon. Très vite, le ballon devient son langage, sa manière d'exister. Il n'est pas le plus discipliné à l'école, mais sur le terrain, il est en avance. Plus rapide, plus technique, plus audacieux, il dribble tout ce qui bouge. Il provoque et il tente l'impossible. À 12 ans, il attire déjà les regards. Il rejoint le centre de formation de l'ASC Djaraf, un des clubs les plus structurés du pays. Mais Diouf n'est pas fait pour les cadres rigides. Il veut aller vite, il veut aller loin. Et son rêve, comme pour beaucoup de jeunes Africains, c'est l'Europe. Ce rêve devient réalité très tôt. À 15 ans, il prend l'avion pour la première fois de sa vie, direction la France. Et plus précisément, le centre de formation du RC Lens. Mais l'expérience échoue après 12 jours de stage, n'étant pas jugé au niveau. Il intègre ensuite le FC Sochaux, soutenu par Francis Gillot et François Placard. Le jeune joueur s'habitue à la vie française et aux exigences du centre de formation. Là, il découvre un autre monde, les terrains en herbe impeccables, les vestiaires ordonnés, la tactique, les entraînements minutés, mais aussi le froid, la solitude et le choc culturel. Diouf n'est pas un produit de laboratoire. Il est instinctif, créatif, imprévisible. À Sochaux, ça coince. Il joue peu, il ne rentre pas dans le moule. Alors il change d'air. Il rebondira à Rennes, puis atterrit à Lens en 1999. Et c'est là que les choses changent. À Lens, l'ambiance populaire, le public chaud et le jeu direct lui conviennent à merveille. Petit à petit, il explose. Ses dribbles fous, sa vitesse et sa confiance en lui séduisent. En 2001-2002, il fait une saison XXL. Il inscrira 10 buts, mais surtout, il est omniprésent dans le jeu. Liverpool, à l'époque coaché par Gérard Houllier, ne rate pas l'opportunité. Les Reds déboursent 18,5 millions d'euros, une somme énorme à l'époque, pour recruter le prodige sénégalais. Il a à peine 21 ans, mais toute l'Afrique le regarde déjà, car ce n'est plus juste un joueur, c'est un espoir continental. Le Sénégal, lui, n'a jamais eu de star de ce calibre en Europe depuis Jules Bocandé. Et Diouf ne va pas décevoir, du moins, pas tout de suite. Quand El Hadji Diouf quitte Lens à l'été 2002, il est au sommet de sa hype. À 21 ans, il est considéré comme le plus grand espoir africain. Son transfert à Liverpool pour 10,5 millions d'euros est l'un des plus gros de l'année. Et dans un club mythique comme celui-là, l'excitation est immense. Son premier match à Anfield est un rêve éveillé. Diouf marque un doublé contre Southampton, célèbre avec un sourire provocateur.
Les bras écartés, acclamé par le COP, le public pense alors tenir sa nouvelle idole. Un joueur à la fois technique, rapide, spectaculaire et imprévisible. Mais très vite, le conte de fées vire au roman noir. Diouf n'est pas un buteur pur, c'est un ailier, un provocateur, un détonateur. Or, Liverpool attend de lui des buts, des statistiques, du rendement. Et là-dessus, il déçoit. 6 buts en 2 saisons. Mais ce sont surtout ses comportements qui posent problème. En 2003, au Celtic Park, un soir de Coupe d'Europe, Diouf s'apprête à tirer un corner. Il se fait chambrer par les supporters écossais et crache sur l'un d'eux. L'image fait le tour du monde. Il écopera d'une amende et d'une suspension. Et surtout, il ternit définitivement son image. Dans le vestiaire, les tensions s'accumulent. Gérard Houllier ne parvient plus à le cadrer. Et il est souvent en retard. Chambre ses adversaires, s'embrouille avec ses coéquipiers. Liverpool décide donc alors de s'en débarrasser. Il est prêté en 2004 à un club aux antipodes des projecteurs, Bolton Wanderers. Et là, contre toute attente, Diouf renaît. Sous les ordres de Sam Allardyce, il retrouve le rôle de leader dans un club où il peut s'exprimer sans pression excessive. Il brille, marque des buts, régale le public de ses dribbles et devient l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Bolton se qualifie même pour la Coupe d'UEFA durant la saison 2004-2005. Un exploit pour ce club modeste. Diouf en est un des artisans majeurs. Son aventure durera 3 saisons. Mais comme souvent avec lui, l'histoire finit mal. Problème de comportement, blessure, nouvelles polémiques, clash, cela n'en finit plus. Il enchaîne alors plusieurs clubs. Sunderland, où il est transparent, Blackburn, où il retrouve un peu de forme, puis les Glasgow Rangers en Écosse, avec qui il remporte le titre national. À chaque fois, le même scénario, des débuts prometteurs, puis des tensions. À la fin de sa carrière, il passe par Leeds United, puis Doncaster Rovers. En 2e division anglaise, il joue moins, marque peu, mais conserve une certaine aura. Sur chaque pelouse, on sent que ce joueur aurait pu devenir bien plus grand. Sa carrière en club est un immense paradoxe. Talent brut reconnu par tous, mais freiné par son propre tempérament. Elhadji Diouf aurait pu être une légende de Liverpool. Il en est devenu une légende des occasions manquées. Si la carrière de Diouf en club est marquée par l'instabilité, celle en sélection est gravée dans l'histoire. Car Diouf n'est pas qu'un joueur du Sénégal. Il est l'un de ceux qui ont permis à cette nation de rêver grand, de se révéler au monde et de s'affirmer sur la scène internationale. En 2000, il participe à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, alors modeste nation du football africain, ne fait pas partie des favoris. Diouf est encore jeune, fougueux, mais il montre déjà son talent. Mais c'est en 2002 que tout bascule. Le Sénégal s'apprête à disputer sa toute première Coupe du Monde. Il tombe dans un groupe très relevé, composé de l'Uruguay, du Danemark et surtout de la France, champion du monde en titre. Personne ne croit au Sénégal, mais dès le match d'ouverture, Diouf crée le chaos. Il ridiculise Franck Leboeuf, déborde sur son aile gauche et centre pour Papa Bouba Diop. But. Le Sénégal bat la France 1-0. Le monde est stupéfait. Et Diouf devient un phénomène planétaire. Lors des autres matchs, il continue à briller. Ses accélérations déstabilisent toutes les défenses adverses. Le Sénégal termine invaincu en phase de groupe, puis élimine la Suède en 8e de finale grâce à un but en or. En quart de finale contre la Turquie, le rêve s'arrête brusquement. Défaite 1-0, mais l'exploit est historique. Nous reviendrons plus tard sur cet épisode avec un épisode dédié et j'espère que vous allez être présents pour le regarder. Le Sénégal devient le 2e pays africain de l'histoire à atteindre ce stade après le Cameroun en 1990. Diouf est élu dans l'équipe type du tournoi par la FIFA. Il est adulé, célébré, et il devient le visage de toute une génération. De retour au pays, il est accueilli en héros. Il devient une légende vivante. Sa popularité dépasse celle de n'importe quel homme politique. À 21 ans, il est déjà plus qu'un joueur. Il est une fierté nationale. Il dispute plusieurs autres CAN, notamment la finale en 2002, perdue au tir au but face au Cameroun, puis la CAN 2006, où le Sénégal atteint les demi-finales. Mais les tensions commencent à apparaître avec les entraîneurs, avec les dirigeants, parfois même avec ses coéquipiers. Diouf parle fort, trop fort. Il critique les institutions,
dénonce la corruption, s'oppose frontalement à certaines décisions. En 2008, il annonce sa retraite internationale à seulement 27 ans. Il reviendra brièvement en 2009 sans jamais retrouver sa place. Son passage en sélection se termine sur une note amère, mais l'empreinte est indélébile. À une époque où l'Afrique cherchait des héros, Diouf en fut un. Pas parfait, pas lisse, pas docile, mais sincère, authentique et brillant. Elhadji Diouf n'a jamais remporté la Ligue des Champions, ni la Première Ligue, ni même la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, son palmarès individuel fait de lui un monument du football africain. Son apogée, l'année 2002, évidemment. En l'espace de quelques mois, il explose à Lens, brille au mondial, signe à Liverpool et surtout est sacré ballon d'or africain devant des noms comme Didier Okocha, Samuel Eto'o ou Didier Drogba. Il ne s'arrête pas là. En 2002, il conserve son trophée. 2 fois de suite, il est élu meilleur joueur du continent africain. Peu de joueurs ont réussi cette performance, même les plus grands. Ce doublé le fait entrer dans un cercle très fermé, aux côtés des joueurs comme Yaya Touré, Nwankwo Kanu ou George Weah. En club, son palmarès reste modeste, mais symbolique. Avec les Rangers, il remporte en 2011 la Coupe de la Ligue écossaise. Un trophée national, certes, moins prestigieux, mais qui lui permet de rajouter une ligne dans son armoire à trophées. En sélection, malgré la finale perdue de la CAN 2002, il reste un acteur clé de l'âge d'or sénégalais. Un quart de finale en Coupe du Monde, exploit jamais égalé avant 2022. C'est une forme de consécration. Mais au-delà des trophées, ce que Diouf a gagné, c'est la reconnaissance symbolique. Pendant plusieurs années, il a été le visage du football africain, celui que tout le continent suivait, célébrait ou critiquait. Son palmarès est donc incomplet sur le papier, mais immense dans l'imaginaire collectif. Quand Elhadji Diouf raccroche les crampons en 2015, beaucoup se demandent que va-t-il faire. Un personnage aussi flamboyant peut-il vraiment se taire, rester en retrait, vivre dans l'ombre? La réponse est très évidemment non. Diouf choisit de rester dans la lumière, mais à sa manière. D'abord, il s'implique en politique au Sénégal. Proche du pouvoir, il devient un ambassadeur du sport, un relais d'influence, parfois même un conseiller informel dans les affaires de la jeunesse et du sport. Certains le voient même comme un futur ministre, mais Diouf n'est pas un homme de dossier, il est un homme de terrain. Il se rend dans les quartiers populaires, lance des programmes de soutien à la jeunesse, finance des tournois de foot de rue, s'engage contre la délinquance. Il est là où il a commencé, il revient aux racines. Le gamin de Saint-Louis est devenu un menteur, une voix qui porte. Mais Diouf reste Diouf, franc-parler, provocateur, parfois polémiqueur. Il critique les dirigeants du foot africain, dénonce le système de la FIFA, défend bec et ongle les footballeurs locaux qu'il estime négligés. Il devient aussi consultant pour la télévision sénégalaise et commente les grands matchs de la CAN ou de la Coupe du Monde. En parallèle, il tente d'ouvrir une académie de football, mais le projet peine à voir le jour. Ce n'est pas un bâtisseur au sens traditionnel du terme, c'est un homme de passion, de proximité, un éveilleur de conscience, plus qu'un gestionnaire. Diouf reste fidèle à son personnage, brut, entier, incontrôlable. Sa reconversion n'est pas un virage, c'est une continuité, car Elhadji Diouf n'a jamais voulu plaire à tout le monde. Il a juste voulu rester lui-même. L'héritage d'un joueur ne se mesure pas seulement à ses trophées. Il se mesure à ce qu'il a inspiré, à ce qu'il a laissé et à ce qu'il a dérangé. À ce titre, Elhadji Diouf est l'un des plus grands provocateurs de mémoire du football africain. Pour certains, il est l'enfant terrible, celui qui a tout gâché, celui qui aurait pu devenir une superstar mondiale, mais que son arrogance a empêché d'atteindre les sommets. Pour d'autres, il est le modèle brut, sans filtre, un joueur qui a refusé de se plier aux règles, aux stéréotypes, aux attentes occidentales. Dans les quartiers populaires de Dakar, il est encore vénéré. Dans les rues de Saint-Louis, son nom se chuchote avec fierté. Il a ouvert des portes, il a montré qu'un gamin d'Afrique sans parcours académique fixe pouvait bousculer l'ordre établi. On peut débattre des choix, on peut critiquer ses provocations, ses écarts, ses rivalités avec des légendes comme Gérard, Carragher ou même Sadio Mané. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est l'impact. Diouf a mis le Sénégal sur la carte du football mondial. Il a ouvert la voie à une génération de joueurs comme Mané, Koulibaly, Idrissa Gueye ou Ismaïla Sarr. Tous ont grandi à l'ombre de son nom.
Même ceux qui le rejettent lui doivent quelque chose, car Diouf a déplacé les lignes. Il a permis aux joueurs africains d'avoir une voix, de ne pas seulement être performants, mais aussi entendus. Son héritage est donc complexe, contrasté, mais inévitable. Il est à l'image de son football, on va dire. Imprévisible, puissant, indomptable. Dans 50 ans, on se souviendra peut-être plus de ses phrases que de ses stats, mais on s'en souviendra. Et c'est là toute la différence. Ce fut un plaisir franchement de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire si vous aussi vous avez été soit dessus, soit vous comprenez pleinement le choix et les choix de carrière d'Elhadji Diouf. Pour moi, c'est un joueur qui m'a par moments très marqué, notamment avec ses oppositions de style avec Samuel Eto'o. Une fois de plus, ce fut un plaisir et je vous dis rendez-vous dimanche pour notre prochain épisode. Sur ce, prenez soin de vous la famille et peace!